Correction des exercices sur le chapitre Effet Doppler. On commence par l'exercice 8 où il faut reconnaître les phénomènes qui sont liés à cet effet. Alors, premier cas, fréquence d'une note de musique modifiée lorsqu'un musicien accorde son instrument. Donc là, on n'est pas du tout dans le cas d'un mouvement entre un émetteur et un récepteur. On change éventuellement de corde. La fréquence est bel et bien modifiée, mais ce n'est pas du tout lié à une différence de perception liée à un mouvement. L'effet Doppler n'intervient pas. Pour le niveau sonore de la sirène d'un camion de pompiers, là il y a bien mouvement entre un observateur et un émetteur. Par contre, la grandeur qui nous intéresse, ce n'est pas la fréquence, c'est le niveau sonore grand L qui s'exprime en décibels. On ne peut donc pas considérer que l'effet Doppler va être étudié dans ce cas-là. Voilà. Donc pour ces deux phénomènes, ces deux phénomènes ne correspondent pas à un effet Doppler. Si on s'intéresse maintenant à la fréquence du son d'une sirène d'une ambulance qui est modifiée lors du passage, donc là c'est lié au mouvement entre l'observateur et l'émetteur, qui est la sirène de l'ambulance. Comme il y a mouvement entre les deux, la fréquence du son, la perception du son est modifiée, et là c'est bien caractéristique de l'effet Doppler. Exercice 11. Pour cet exercice, bien connaître l'effet Doppler, il faut associer les différentes grandeurs suivant que l'émetteur et le récepteur se rapprochent l'un de l'autre. Alors, lorsque l'émetteur et le récepteur sont immobiles l'un de l'autre, la longueur d'onde, elle, n'est pas modifiée. Donc, la longueur d'onde émise par la source correspondra à la longueur d'onde reçue par le récepteur. Donc, les deux sont égales. Maintenant, si on est dans le cas où l'émetteur et le récepteur se rapprochent l'un de l'autre, par rapport au schéma, on va avoir une différence au niveau notamment des longueurs d'onde, et on voit que la longueur d'onde reçue va être plus petite que la longueur d'onde émise par la source, qu'on peut mettre égale à lambda 0. Donc par rapport à ce schéma-là, on a déjà la longueur d'onde reçue inférieure à la longueur d'onde émise, dans le cas où il y a rapprochement. On sait aussi que par définition, la longueur d'onde, c'est le rapport de la vitesse de l'onde sur la fréquence. Donc ça veut dire que la longueur d'onde est inversement proportionnelle à la fréquence. Et si lambda R est inférieur à lambda E, forcément, la fréquence reçue sera supérieure à la fréquence émise. De même, si on utilise la définition qui relie fréquence et période, on sait que F est égal à 1 sur T. Donc ça varie de manière inversement proportionnelle, et donc si la fréquence reçue est plus grande que la fréquence émise, dans le cas où il y a rapprochement, la période reçue sera forcément inférieure à la période émise. Maintenant, si l'émetteur et le récepteur s'éloignent l'un de l'autre, par rapport à la figure, on voit que dans ce cas, la longueur d'onde reçue est supérieure à la longueur d'onde émise. Donc, s'il y a éloignement, la longueur d'onde reçue est supérieure à la longueur d'onde émise. En utilisant les mêmes définitions, forcément la fréquence reçue sera plus faible que la fréquence émise. Et comme f est égal à 1 sur t, la période temporelle reçue sera supérieure à la période de l'onde émise par la source. Exercice 12. Pour l'exercice 12, il faut identifier une expression. Alors, dans un premier temps, il faut rappeler l'unité et le signe du décalage Doppler. Alors, on se trouve dans le cas où il y a éloignement de l'émetteur par rapport au récepteur. Par rapport à l'exercice précédent, la fréquence reçue par l'observateur sera donc inférieure à la fréquence émise par la source. Si on définit le décalage Doppler, donc c'est une variation de fréquence qui correspond à la fréquence reçue moins la fréquence émise, par rapport au fait que FR est inférieur à FE, forcément, le décalage s'exprime aussi en Hertz, on fait une soustraction de fréquence, et aussi delta F sera négatif. À partir de ce qu'on a trouvé précédemment, on va pouvoir définir si les relations proposées sont correctes ou pas. Premier cas, la relation A.
Alors, on se base déjà sur le deuxième terme et on voit qu'ici, on a un rapport d'une vitesse sur une vitesse. Donc, forcément, ce rapport n'a pas d'unité. Donc, l'expression delta f aura bien l'unité d'une fréquence parce qu'il reste dans ce terme uniquement moins FE. L'homogénéité est respectée. Ici, delta f est négatif, donc la relation peut être tout à fait correcte par rapport à ce qu'on a établi précédemment. Deuxième cas, avec la relation V, donc le rapport V sur V son moins V n'a pas d'unité. Des vitesses sur des vitesses, eh bien le résultat s'exprime sans unité. Delta F est directement lié à FE, donc delta F s'exprime bien aussi en Hertz. Homogénéité respectée. Par contre, delta F dans ce cas-là va être positif. Le signe ne va pas être bon parce qu'on a effectivement V son moins V qui est positif. On n'a pas de signe moins devant l'expression. Donc delta F sera positif par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Dans le cas d'une source qui s'éloigne, c'est impossible. Donc la relation B est impossible à cause du signe de delta F. Relation C. Donc là, on voit que dans un premier temps, on a un rapport d'une vitesse sur une fréquence. Donc forcément, une soustraction de deux vitesses, ça s'exprimera en mètres par seconde. On divise encore par des secondes moins 1. Delta F ne peut pas s'exprimer non plus en secondes moins 1. Homogénéité non respectée, relation impossible. Pour la relation D, eh bien, on a toujours un rapport FE sur FR, lui qui va s'exprimer sans unité, mais on a aussi un produit qui s'exprime en mètres par seconde. Donc, on a le rapport qui s'exprime sans unité, on multiplie par une grandeur qui s'exprime en mètres par seconde, forcément la relation devra s'exprimer en mètres par seconde, ça ne peut pas être un décalage de fréquence qui doit forcément s'exprimer en Hertz. Homogénéité non respectée, la relation D est impossible. Voilà, donc en se basant sur les unités, on peut mettre en évidence que la seule relation possible ici, c'est la relation A, parce qu'elle concorde avec l'unité de delta F et qu'elle correspond aussi à un signe delta F négatif dans le cas de l'éloignement d'un récepteur par rapport à un émetteur. Exercice 15, décalage Doppler. Donc là, on nous donne l'expression de la valeur absolue du décalage Doppler. Il suffit simplement de faire le calcul pour déterminer ce décalage. Donc attention à bien exprimer la vitesse en mètres par seconde. Elle est donnée à 80 km par heure. Donc en convertissant, ça fait 22,2 mètres par seconde. On remplace par les valeurs numériques et en valeur absolue, on trouve un décalage qui est de 29,9 Hz. Ce décalage est bien donné en valeur absolue parce que lorsqu'il y a éloignement, delta F par rapport à l'exercice précédent doit être de signe négatif. Exercice 26. Pour l'exercice 26, on s'intéresse au contrôle de vitesse et un élève cherche à modéliser le principe d'une mesure à l'aide d'un radar. Donc première chose, le principe de fonctionnement du dispositif. Eh bien, le radar va émettre une onde qui est réfléchie par la voiture en mouvement. Comme il y a mouvement entre l'émetteur et le récepteur, il y a forcément effet Doppler et l'onde reçue par le radar aura donc sa fréquence modifiée et par conséquent aussi sa longueur d'onde et sa période temporelle. À noter que l'effet Doppler sera d'autant plus marqué que la vitesse de la voiture est élevée. Donc on est dans le cas où la voiture se rapproche. On sait que dans ce cas-là, la fréquence reçue est supérieure à la fréquence émise. Alors par rapport aux valeurs qui sont données dans le graphe, on peut considérer que la fréquence reçue est donc forcément plus importante que la fréquence émise. Et là, elle vaut 40,280 kHz. Par contre, la fréquence émise, 40,000 kHz, en respectant le nombre de chiffres significatifs.
Alors, on nous demande parmi les relations qui sont données, celle qui va permettre de pouvoir va nous permettre de calculer la vitesse de la voiture, la seule relation qui est juste. Donc, si on se base déjà sur les relations A et B, on voit que pour la relation A, eh bien, d'un côté, on a un rapport qui s'exprime sans unité et on ajoute une vitesse qui s'exprime en mètres par seconde. On ne peut pas ajouter deux grandeurs qui n'ont pas la même unité. La relation A est forcément fausse. De la même façon, dans le deuxième terme pour la relation B, on a un rapport sans unité. On soustrait à une fréquence qui, elle, s'exprime en secondes moins 1. Impossible de soustraire deux grandeurs qui n'ont pas la même unité. Ces relations sont impossibles. Pour les relations C et D, on voit que ce qui est entre parenthèses, eh bien, peut être tout à fait en accord, parce que dans les deux cas, on a des rapports de vitesse, donc des rapports qui n'ont pas d'unité, et on ajoute un nombre 1, ou alors on le soustrait. Donc, pour l'homogénéité, c'est tout à fait correct. Maintenant, au niveau de l'expression, eh bien, on est dans le cas où la voiture se rapproche. Donc, forcément, la fréquence reçue est supérieure à la fréquence émise. Pour la relation C, ça va être impossible parce qu'on va soustraire deux termes, alors que la relation D, on les additionne. Donc, forcément, on aura FR qui sera supérieur à FE. Donc, seule la relation D est possible. Avec cette relation, on va pouvoir isoler la vitesse pour pouvoir calculer la vitesse de la voiture dans le modèle de l'élève. Donc, on isole dans un premier temps le coefficient, ou en tout cas ce qui est entre parenthèses, 2V sur VS plus 1. C'est égal au rapport FR sur FE. Cela donne aussi que 2V sur VS est égal à FR sur FE moins 1. Et maintenant, il suffit d'isoler la vitesse V. On peut remplacer par les valeurs numériques. On n'a pas besoin de convertir les fréquences dans le système international en Hertz, comme on fait un rapport. La vitesse des ondes ultrasonores est donnée en mètres par seconde. Donc la vitesse de la voiture dans le modèle peut être calculée et s'exprime en mètres par seconde. Donc valeur faible, c'est normal ici, c'est pas une réelle voiture, c'est vraiment l'expérience réalisée par l'élève. Autre méthode utilisée, donc on utilise le déplacement d'une voiture et on réalise une chronophotographie. Donc on représente x en fonction de t. On voit qu'on a une droite. Par définition, la vitesse, et plus précisément ici la vitesse suivant x, c'est égal à dx sur dt. Plus précisément, c'est la dérivée de la fonction x par rapport au temps. Cela implique que ça correspond au coefficient directeur de la droite. Donc si on veut calculer la vitesse, on va prendre deux points de la droite et calculer le coefficient. Donc les deux points à prendre, c'est le point A qui a pour coordonnées 0, 0, et le dernier point mesuré de B qui appartient à la droite et qui donne des valeurs faciles à repérer. Quand on fait l'application numérique, on trouve une vitesse de 1,1 mètre par seconde. Donc, avec la première méthode, l'effet Doppler, on a trouvé 1,19 mètres par seconde. Avec la deuxième méthode, en ne prenant que deux chiffres significatifs, 1,1 mètre par seconde, ces deux méthodes sont bien en accord entre elles. Dernier exercice, l'exercice 23, où là, on s'intéresse à une application de l'effet Doppler en médecine. Alors, d'après la figure A, on nous indique que les globules rouges se rapprochent du récepteur. Donc, avec l'effet Doppler, on sait que la fréquence reçue ne sera pas égale à la fréquence émise, et comme il y a rapprochement, la fréquence reçue est supérieure à la fréquence émise. On peut identifier avec le document B la fréquence reçue et la fréquence émise, et donc calculer le décalage Doppler. Ici, il vaut à ce moment-là 4,0 kHz. On nous donne la relation entre le décalage Doppler et la vitesse des globules rouges. Il suffit maintenant de remplacer par les valeurs numériques et de calculer cette vitesse. On trouve une valeur de 0,4
42 mètres par seconde. Et à partir de là, eh bien, on peut voir si la vitesse d'écoulement est normale ou non. Voilà pour les exercices concernant l'effet Doppler.